Pourquoi est-ce que les États-Unis sont bien meilleurs que nous, Français, en business, bien meilleurs que nous, Européens, en business? Alors que, si on prend juste, l'Europe, techniquement, il y a plus de personnes dans les pays d'Europe qu'aux États-Unis. Ça fait maintenant, plus de 7 ans que j'ai monté l'Emlist. On est présent dans plus de 100 pays, mais notre marché le plus gros, ça a toujours été les États-Unis. Ce qui veut dire qu'en fait, depuis 7 ans, je viens régulièrement, aux US et j'ai appris énormément sur l'aspect entrepreneurial ici, sur leur mentalité et je pense que j'ai quelques leçons que j'ai envie de partager dans cette vidéo. Le premier point, en fait, je pense qui est vachement important aux États-Unis, c'est la culture du risque. En fait, aux États-Unis, il y a une culture du risque qui est totalement différente de la France. En France, on a toujours tendance, je pense, à confondre arrogance et ambition. Et le problème de ça, en fait, c'est que dès que quelqu'un a des grandes idées ou a envie de faire des grands projets, il est tout de suite mis dans la case de la personne arrogante. Alors qu'aux États-Unis, quand quelqu'un a des projets qui sont énormes et qui ont l'air totalement impossibles, les gens se disent c'est génial, on aime les gens un peu fous et on sait que l'innovation vient de ces personnes-là. Donc typiquement, si en France, demain, tu as un gars qui vient de dire qu'il a envie d'aller sur Mars, on va le prendre pour un fou en fait. Et tout le monde lui dira mais qu'est-ce que tu fais en fait? Ça n'a aucun sens. Alors qu'aux États-Unis, quand tu as Elon Musk qui dit qu'il veut aller sur Mars, pour X, Y raison, et il t'explique qu'il y a une micro-chance qu'un jour un astéroïde dégomme la Terre et que lui, il a envie que l'espèce humaine puisse perdurer et donc c'est intéressant d'aller sur Mars pour découvrir X, Y, Z, faire avancer la science, machin, tout ça. Tout le monde le regarde et se dit putain, c'est génial. Alors qu'en France, tu te dirais putain, mais c'est le fou du quartier, genre jamais quelqu'un mettra 1 euro. Et lui, là-bas, il est suivi par énormément d'investisseurs. L'autre point que j'ai remarqué qui est assez ouf, c'est que quand aux États-Unis tu dis que tu es entrepreneur, les gens ils sont super intéressés, ils ont envie de savoir ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Il y a une vraie curiosité et globalement, c'est même une fierté d'être entrepreneur et tout le monde a des side hustles. Et ça, c'est encore plus vrai quand tu es à San Francisco. Je me rappelle la dernière fois, j'étais en train de parler avec un chauffeur Uber. Et le mec, en fait, il avait 3 business à côté de ce qu'il faisait. Et pareil, tu parles à des étudiants, tu parles à des gens qui bossent dans start-up, etc. Et tout le monde a plein de petits projets à côté parce que l'entrepreneuriat, c'est vu comme quelque chose de cool et tout le monde a en fait ce droit au rêve. Et ça, je pense que c'est un truc qui n'existe pas trop en France. Les États-Unis, ils ont été très bons à vendre le rêve américain. Donc en gros, c'est dire que les États-Unis, c'est la terre des possibilités et que n'importe qui peut réussir. Et ça, c'est un point, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est comment les Américains réussissent à marketer internationalement une image et une mission qui fait que les entrepreneurs réussissent et s'épanouissent aux US. Mais en reprenant la partie prise de risque, en France, il n'y a pas ce vrai goût du risque. Quand quelqu'un se lance après avoir travaillé, en fait, il touche le chômage pendant 2 ans. On a énormément d'aide sociale. Donc, en fait, on n'est jamais vraiment à risque. Versus aux États-Unis où les gens, quand ils se lancent, ils prennent un énorme risque puisqu'il n'y a pas d'aide sociale et donc ils savent qu'ils sont les seuls maîtres de leur destin. Et ça, moi, je pense que c'est ultra important parce que c'est vrai que quand tu as toujours ce filet de sauvetage, au final, tu as beaucoup moins la niaque pour te dépasser et aller faire quelque chose qui marche. Et je pense que les gens qui réussissent super bien en Europe ou quoi, c'est parce qu'ils se mettent dans des situations d'inconfort et qu'ils ont tellement envie de changer cette situation qu'ils vont avoir suffisamment d'énergie pour le faire. Et aux États-Unis, en fait, c'est la norme. Un autre point aussi ici, c'est que tout est plus grand. Donc moi, le matin, j'adore manger du beurre de cacahuète, mais ça, c'est un petit pot. Le petit pot, il fait ma taille de tête. Je vais te montrer aussi, vu que là, je m'entraîne pas mal ici, donc j'ai besoin d'une caisse qui me permette de mettre mon vélo, etc. et tout. On a demandé une caisse. Je vais essayer de regarder. Je sais pas si tu la vois la caisse. Attends. Je fais 1m85. Quand je suis dans la caisse, j'ai l'impression d'être Mimi Mati dans un camion. Tout est beaucoup plus grand. Quand tu vois les buildings, quand tu vois ce que tu peux acheter dans des magasins, etc. Et ça, en fait, honnêtement, le fait que tout soit plus grand, je trouve que ça illustre vachement bien le fait que les gens, par définition, ils voient tout beaucoup plus grand. Quand ta norme, c'est de te dire qu'une petite voiture, limite, elle doit faire la taille d'un mini-camion en France, c'est sûr qu'en fait, ton ambition, elle est calée par rapport à ça. Et évidemment, je dis pas que c'est parce qu'ils ont des grosses voitures, des gros pots de beurre de cacahuète qui sont vraiment genre meilleurs que nous, mais c'est juste, ça illustre, je trouve, tellement bien la mentalité
que j'avais envie de le partager. L'autre point aussi qui est vachement important, c'est on vit dans un monde qui est capitaliste. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, j'ai pas envie que cette vidéo, ça soit un débat politique sur est-ce que le capitalisme, c'est bien ou pas. Quand tu as un monde capitaliste, c'est globalement l'argent qui dirige, entre guillemets, le monde et qui, en tout cas, influence énormément toutes les dynamiques qui peuvent exister. Sauf qu'en fait, toi, tu vis dans un monde capitaliste, sauf que quand tu es en France, les gens, ils ont honte de parler d'argent. Alors qu'aux États-Unis, c'est tout à fait normal. En fait, demander à quelqu'un combien il gagne, demander à quelqu'un combien il fait de revenus avec sa boîte, etc., etc., c'est pas des sujets tabous. Moi, je me rappelle quand j'étais petit et que j'étais curieux de savoir quand il y avait des gens qui disaient « Oh, je gagne très bien ma vie, je voulais savoir combien c'était », je me prenais une tarte en mode « Mais tu parles pas d'argent, t'es un malade, tu vois ». Et en fait, en France, on a cette honte. Et donc, quand t'as honte de parler d'argent, en fait, il y a plein de non-dits. Les gens ont peur de dire qu'ils veulent être ultra bien payés parce que c'est les meilleurs. En France, quand tu dis que tu es ambitieux, en fait, tu deviens arrogant. Alors qu'aux États-Unis, tu as un pays à côté de ça. Donc, quand je parle de la France, je parle de l'Europe en général, puisque la mentalité, pour moi, elle est assez similaire dans tous les pays de l'Union européenne. Je trouve que la mentalité européenne, elle est quand même assez unifiée. Mais en gros, tu as deux choix, tu vois. Mettons que tu sois ambitieux et que tu as envie de faire beaucoup d'argent. Tu as un endroit où, globalement, on te dit que tu es arrogant, que en fait, tes projets ne marcheront pas très bien, qu'il ne faut pas vraiment parler d'argent, etc. Et tu as un autre endroit où on te dit, ici, on adore les gens qui prennent des risques, on adore quand les gens sont ultra ambitieux et on a énormément de capital pour en plus aider et soutenir ces personnes-là, tu vois. Évidemment que les États-Unis, quand ils se marketent, ils arrivent à attirer plein de talents. Si tu regardes aujourd'hui, tu prends les Google, les Meta, SpaceX, OpenAI, etc., etc. Ils n'ont pas de mal à payer des ingénieurs, je sais pas moi, 300, 400, 500 000 balles. Pourquoi? En fait, parce qu'ils veulent les meilleurs sur Terre et ils sont prêts à payer ce prix-là. En France, jamais de la vie, quelqu'un pourra faire ça. Donc, évidemment, l'argent, c'est pas le seul driver et il y a plein d'autres choses qui sont importants dans une boîte, dans une culture d'entreprise. Mais ça a quand même énormément d'impact pour attirer les meilleurs talents selon moi. Et pour revenir en fait sur ce point investissement versus coût ou dépense, je pense qu'en France, on voit trop ce qu'on dépense comme un coût. Alors que les dépenses aux États-Unis, c'est vraiment vu comme un investissement. Et quand on investit dans les gens qu'on recrute, j'ai l'impression en tout cas qu'en France, du fait de la rigidité du code du travail, forcément, ça tire pas les gens vers le haut. Aux États-Unis, comme tu sais que tu peux te faire virer du jour au lendemain, les gens, ils ont toujours ce besoin de se dire qu'il faut qu'ils se dépassent, qu'il faut qu'ils s'améliorent. Et c'est pas, contrairement à ce que les gens peuvent dire, parce que en France, on est tellement biberonné à le CDI, ça va t'apporter de la stabilité, c'est super important, machin et tout. C'est des fausses croyances en fait. Parce que tu vois, les gens français, quand ils te disent non, mais aux États-Unis, tu peux te faire virer du jour au lendemain, c'est vraiment la merde, etc. Non, en fait, moi, je trouve ça ultra bien. Parce que si dans ta vie, tu es à un endroit où tu grandis plus, où tu te dépasses plus, où tu n'as plus envie de te challenger, en fait, pour moi, t'es mort en gros. Tu vois, ça a aucun intérêt, ça a aucun sens en fait. Et ça, aux États-Unis, je trouve qu'ils l'ont bien compris et c'est ce qui va créer de l'innovation. Si tu veux de l'innovation, il faut que tu aies des gens avec toi qui aient toujours envie de se dépasser, toujours envie d'apprendre et tu veux t'entourer des meilleurs parce qu'en fait, ça crée un environnement qui fait que les meilleurs attirent les meilleurs et ainsi de suite. Et c'est un cercle ultra vertueux. Un autre point, en fait, par rapport à ce monde ultra capitaliste et le fait que les États-Unis, globalement, ils arrivent, je dirais, à défoncer le monde de façon purement économique, c'est que en Europe, quand tu as une boîte qui va bien réussir ou très très bien réussir et qui est internationale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'implanter aux États-Unis et une fois qu'elle sera aux États-Unis, elle rentrera en bourse où? Aux États-Unis. Donc en fait, les boîtes qui marchent ultra bien, le sacre Graal, en fait, quand tu es une boîte européenne, c'est finalement de te faire racheter par une boîte américaine. Tu prends les mecs de Mistral, qui est censé être un peu genre le concurrent d'OpenAI, machin, mais en fait, ils sont juste à essayer tout le temps de catch-up derrière la vraie innovation qui avait été faite par OpenAI. Ces mecs-là, ils viennent d'où? En fait, ils ont bossé pour, je crois que c'était Google DeepMind, je crois qu'il y en a un autre qui vient de Meta. Mais si un jour, tu as Google, Meta, OpenAI, Microsoft ou une autre boîte qui décide, parce que Mistral aura fait des avancées que personne n'a réussi à faire, de les racheter, tu crois que Mistral, ils vont dire quoi? Bien sûr qu'ils vont accepter. Et donc, en fait, toute cette valeur qui initialement avait été créée par l'Union européenne ou la France, parce que tu as eu des investisseurs français, tu avais la BPI qui a dû mettre du cash, etc. En fait, toute cette valeur, elle s'est dissipée, c'est fini, ça appartient maintenant à une boîte américaine. Pour moi, tu vois, c'est un jeu qu'on ne peut
globalement pas gagner, à moins de se dire que les boîtes typiquement qui ont pris de l'argent de la BPI n'ont pas le droit d'être achetées par une boîte américaine. Mais ça ne marchera jamais non plus, puisque quand tu regardes comment toutes les boîtes à hyper croissance, licorne, etc. fonctionnent, c'est qu'au bout d'un moment, l'argent qui rentre chez eux, c'est de l'argent qui vient des US. Parce que y a beaucoup de fonds en fait, européens qui prennent de l'argent des États-Unis, puisqu'en fait, un fonds de venture capital, ça prend de l'argent souvent de fonds de pension, ça peut prendre de l'argent de business angel, ça peut prendre de l'argent... C'est assez intéressant en fait, hein, tout ça. Mais en gros, ce qui est important, c'est de comprendre les gens qui te financent, ils managent l'argent de qui. Et à partir du moment où tu comprends ça, tu vois que globalement, tout pointe vers le même endroit et c'est l'endroit où la puissance économique, elle est la plus grande. Et leur avantage, en fait, aux États-Unis, c'est que l'Europe, c'est un peu leur terrain de jeu parce que même dépenser quelques milliards chaque année en Europe pour investir dans des boîtes, c'est rien, c'est peanuts, c'est genre une petite goutte dans un océan, quoi. Et eux, ils le font et du coup, ils jettent leur thune comme ça, plein de boîtes meurent, se cassent la gueule. Et celle, une fois sur, je sais pas, 1 milliard, il y en a une qui va grossir et qui va devenir géniale. Bah là, ils se disent très bien, on la rachète et elle vient dans notre économie. Donc en fait, globalement, c'est ultra dur, voire impossible, de rentrer en compétition à l'échelle économique avec les États-Unis. En plus de ça, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire qui est assez excellent? C'est le marketing de propagande, ce que j'appelle le marketing de propagande. Quand tu regardes en fait l'influence de la culture américaine dans notre culture, aujourd'hui, c'est énorme. On est tous sur YouTube, tous sur Instagram, tous sur les réseaux sociaux qui viennent tous plus ou moins du même endroit sauf TikTok. Mais bon, Instagram Reels en gros fait la grosse compète avec TikTok. Du coup, tu as des algos qui ont été créés dans un pays qui nous pousse du contenu qu'on aime regarder. Donc forcément, quand les États-Unis ont envie de faire passer des messages, ils arrivent. On l'a bien vu avec tout ce qui avait pu se passer avec les Cambridge Analytica, etc., etc. Mais de façon générale, ils sont très forts pour faire passer des messages et faire changer les opinions des gens. Si on regarde l'histoire d'Hollywood, bah en fait, ça a été ça pendant longtemps. À la guerre, Hollywood, c'était que des films de propagande. Et aujourd'hui, quand dans un film américain, tu as une personne avec un accent russe, le premier truc que tu te dis, quand c'est un film d'action, c'est que c'est les méchants. Et en fait, ça, petit à petit, tu crées une image des Russes qui sont les Russes sont les méchants. Quand tu prends l'histoire, par exemple, nous, en tant qu'Européens qui avons subi les nazis en 39-45, oui, les États-Unis ont aidé, mais si les Russes n'avaient pas été là, je pense qu'aujourd'hui, on parlerait tous allemand, tu vois, ou on ne serait pas là. Donc en fait, grâce à ça, aux médias, grâce aux films, etc., ils arrivent à vendre une culture qui est la culture du rêve américain. Et pourquoi, en fait, ça fonctionne? En gros, ils y croient tellement à leur message que ça devient réalité. C'est un peu le pouvoir de la manifestation. Tout ce qu'ils disent dans les médias, à la télé, etc., même si parfois ils ne le pensent pas vraiment, ça va se transformer en réalité. Et c'est pour ça, en fait, que c'est une terre qui est si fertile à l'entrepreneuriat, selon moi, et de façon générale, au succès. C'est vraiment cette prophétie autoréalisatrice. Ensuite, il y a un point qui est quand même assez important, c'est que contrairement en France où quand quelqu'un sort un drapeau français, à part peut-être le moment où on gagne la Coupe du Monde, mais sinon, les gens, quand il y a un drapeau français à une fenêtre, tu vas te dire « Ah ouais, c'est directement associé Front National, etc., extrême droite. » Alors qu'aux États-Unis, enfin, tu vois, là, si je me balade un peu dans le quartier où je suis, tu as des drapeaux américains partout. Et en fait, ils ont ce côté one team, donc une seule équipe avec une mission commune. Et comment est-ce que tu fais en fait pour avoir une mission commune aux États-Unis? Il faut que tu aies un ennemi commun. Et leur ennemi commun qui fait que tout le monde a cette urgence de se développer, d'innover, etc. Leur ennemi commun en ce moment, c'est la Chine. Pourquoi c'est la Chine? Parce que évidemment avec l'intelligence artificielle, ils commencent à comprendre que les Chinois, notamment par DeepSeek, qui est un modèle open source, ils sont arrivés très très proches, voire meilleurs qu'OpenAI et que c'est un peu la course. Alors que les Chinois dépensent beaucoup moins d'argent, qu'ils ont aussi un embargo sur les puces créées par Nvidia. Donc pour entraîner des intelligences artificielles, tu as besoin de beaucoup de compute power, donc tu as besoin de puissance de calcul. Cette puissance de calcul, en fait, elle est vendue globalement par des puces, si je simplifie tout ça. Ces puces appartiennent à Nvidia. Nvidia n'a pas le droit de donner à la Chine plus d'un certain nombre de puces. Donc, ce que les Chinois ont fait apparemment, c'est qu'ils les récupèrent via Singapour ou d'autres pays. Bon, bref,
Mais ce qui est sûr, c'est que les Chinois deviennent meilleurs chaque jour en intelligence artificielle, que ça fait peur aux Américains parce qu'il y a évidemment, on le voit notamment sur la partie militaire, avec des drones pilotés par IA. On voit notamment sur la partie purement informatique, innovation. L'IA, on sait que ça peut transformer l'économie mondiale et donc forcément, tout le monde s'agite un peu. Mais du coup, les États-Unis, comme ils ont cet ennemi commun, ils vont tous dans la même direction et forcément, ça crée une sorte d'unité et une sorte de dépassement des limites. En gros, quand tu es en temps de guerre, l'innovation avance 100 fois plus vite dans beaucoup de secteurs. Et les États-Unis, je pense qu'ils l'ont bien compris et du coup, ils se mettent un peu dans cet état d'esprit afin de toujours pousser plus d'innovation. Et donc, ils ont de plus en plus de personnes qui bossent sur les sujets en fait les plus critiques pour l'économie et le gouvernement de façon générale. En France, je pense qu'on n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Nous, on n'a pas du tout ce côté d'urgence, on n'a pas du tout ce côté il faut innover. Et l'Europe, elle est vue à l'échelle internationale comme une carène. Pour décrire ce que c'est une carène, c'est genre cette voisine qui te casse les couilles. Imagine-toi la voisine qui n'a pas de voiture, mais avec son appartement, elle avait une place de parking et du coup, elle va faire chier toutes les personnes qui vont se garer sur sa place de parking. Ou quand il y a écrit « il faut pas allumer la lumière à partir de 21h », si à 21h01 il y a la lumière, elle va te mettre un mot dans ta boîte aux lettres. Elle va tout le temps être là à vouloir pinailler pour des trucs qui servent à rien. En fait, l'Europe, c'est exactement ça. Quand tu as l'Europe qui veut commencer à réguler, rajouter RGPD, rajouter machin, rajouter... En fait, j'avais vu un truc qui m'avait fait péter un câble. C'est en gros, l'Europe était trop contente d'avoir mis une amende de quelques milliards à Google. Quand Google a écopé de l'amende, ils ont pris cette somme d'argent, ils l'ont foutu sous un compte qui a juste travaillé. Et en fait, ils ont fait appel. Et globalement, l'appel a duré 7 ans. Les intérêts avec lesquels le compte a travaillé a en gros payé l'amende. Et donc ça, tu vois, c'est un truc où les Européens sont vachement contents. Ouais, on a fait plier Google, machin et tout. Mais en fait, l'amende, ça représente quoi? Ça va représenter peut-être 3 secondes de revenus de la boîte à l'échelle annuelle. C'est rien du tout. On se base sur des trucs qui, pour moi, n'ont aucun sens. On dépense énormément d'argent sur des choses qui n'ont aucun sens au lieu de pousser l'innovation. Et ça, c'est un truc, je trouve, qui est vraiment dommage et dont on pourrait en fait s'inspirer parce qu'en gros, si tu regardes en Europe, les talents, ils sont là. En France, tu as un niveau d'études qui est globalement exceptionnel. Les mecs qui viennent des écoles d'ingénieurs, de polytechnique, etc., qui ont fait des doctorats de mathématiques et tout. En France, tu as vraiment des brutes. Tu as des brutes en informatique, tu as des brutes en machine learning et tu peux le voir en fait à l'étranger. Quand tu regardes les équipes, que ce soit chez Meta, que ce soit chez OpenAI, etc., c'est pas des mecs qui viennent des États-Unis. C'est que des gens qui viennent soit d'Europe, soit d'Inde, soit des pays de l'Est. Mais il y a très très peu, moi je trouve, d'Américains, tu vois, ou en tout cas de gens qui étaient là. Et ça, c'est un autre point. C'est que l'immigration, en France, quand on parle d'immigration, en fait, forcément, ça devient un sujet où le Front National s'en empare, tu as tous les racistes qui veulent mettre un petit peu leur grain de sel, etc. et tout. Aux États-Unis, l'immigration, c'est très clair. En fait, eux, ils martèlent un message qui est clair, qui est de dire « on adore les immigrés, mais on n'accepte pas du tout le monde. Nous, on veut les meilleurs ». Et en fait, quand tu fais ça, c'est une fois de plus une prophétie autoréalisatrice. Parce qu'en gros, si tu dis, pour rentrer dans mon pays, il faut être le plus beau, le plus sexy, le plus intelligent, qu'est-ce qui se passe quand tu as 300, 400, 500, 1000 personnes que tu connais qui sont rejetées de ce pays et que toi, t'es accepté? En fait, tu arrives là-bas et tu te sens comme une superstar. Et tu te dis, c'est la chance de ma vie et je vais tout donner. Ça, c'est la puissance du marketing. C'est la puissance du marketing d'exclusivité, en fait. On te dit que tu peux pas accéder à un endroit. Du coup, cet endroit devient exclusif. Comme c'est exclusif, toi, l'intérêt que tu portes à cet endroit devient exponentiellement plus grand. Et du coup, le moment où tu peux y accéder, en fait, d'un coup, tu as l'impression que c'est ton rêve qui va se réaliser. Et les États-Unis, en fait, c'est ce qu'ils font depuis des années. Et en gros, quand tu regardes, Elon Musk, il n'est pas américain, tu vois. Il est peut-être américain maintenant, mais il est né en Afrique du Sud. Tu prends, je crois que c'est Nadella qui est chez Microsoft, tu prends les co-founders de Google, c'est tous des immigrants qui sont venus aux États-Unis avec le rêve américain et du coup qui sont allés sur une terre qui est propice à l'innovation. Et je trouve ce qui est un peu dommage quand tu regardes l'histoire de la France, c'est que pendant très longtemps, la France était une terre de l'innovation. Et moi, je pense vraiment qu'on a cet ADN en nous, mais qu'il faut juste faire quelques petits ajustements
de mentalité de façon générale. Et je pense que plutôt que de se plaindre de la mentalité qu'on peut avoir en France, il faut reconnaître la chance qu'on a d'être dans un si beau pays avec des opportunités si grandes et surtout commencer en fait à incarner cette mentalité d'innovation, cette envie de faire des choses grandes, se soutenir, se donner des bons conseils, s'entraider et surtout ne pas avoir peur en fait d'être ambitieux et de s'écarter des gens qui pensent que l'ambition est synonyme d'arrogance. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te souhaite une excellente semaine. Bisous!